enfantera dans la douleur, 1806-1807. Castres, hameau de Kuckelberg, le 22 avril 1806. La petite Marie-Thérèse joue dans le jardin de la ferme de Cornelius Vandenberg. Insouciante et joyeuse, elle danse, elle enjambe les hautes herbes, elle sautille. Ses jeux la conduisent au centre du jardin, là où se trouve un puits en grosses pierres grises. C'est interdit, mais c'est amusant. Elle prend appui sur une motte de terre, elle se hisse, elle balance quelques branches de bois entre les planches qui couvrent le trou. Elle prend goût à son jeu, elle rit aux éclats, elle recommence. Sa frimousse rousse est à hauteur des planches. En équilibre, elle regarde dans un interstice, comme à travers le trou d'une serrure, la fosse profonde et mystérieuse. Elle se fige brusquement. Elle a vu quelque chose. Son regard plonge le plus loin possible à la surface de l'eau. Un corps est là, au fond du puits. Le corps d'un nouveau-né surnageant. Le cadavre est écorché, la face bleue gonflée. La vision est une horreur. La fillette se précipite. Elle court de toutes ses petites forces. Elle crie. L'enfant est mort-né. Il n'a pas pu être baptisé. C'est un crime. La coupable est désignée. Marie-Joseph, dite Marie de Petit-Enghien. Le corps est rapidement saisi par l'officier de santé du Verchin. Il s'agit d'une enfant femelle nue, nouvellement née, dont le cordon ombilical n'est pas séparé du nombril. Cette fille est née bien portante, à terme. L'enfant est mort par noyade. Devant l'évidence du meurtre, le juge de paix prend la responsabilité de la procédure préliminaire de l'enquête. Pour lui, l'affaire est entendue. Tous désignent avec force Marie de Petit-Enghien. Il l'accuse d'être la mère de l'enfant. Sa culpabilité ne fait pas de doute. La servante Marie Lalleux explique que cette étrangère, malade, avait eu grand besoin de médecin, lequel lui avait prescrit une bouteille à prendre contre son grand mal de ventre. Les mensonges de cette femme, qui disait avoir pris froid en allant chercher du charbon, les étoffes rougies et le seau teinté de sang découvert dans sa chambre, sont autant d'éléments qui l'accablent. Le soir même, sur injonction du juge, 2 gendarmes se rendent avec un officier de santé à Petit-Enghien pour visiter la jeune femme. Marie est couchée au lit, le visage très pâle. Sa petite transpiration, son pouls accéléré, dénote une fièvre humorale. Le médecin se penche sur elle, comprime ses seins sans ménagement. Fais pas de doute, il sort encore d'huilette ses loches. Le gendarme Simon l'interroge sur le sang retrouvé dans le lit. La malade ne répond pas. On insiste. Elle répond dans un seul souffle. Peut-être c'est mes ordinaires ou bien de ma jambe que j'ai mal. Au nom de l'empereur, Marie est arrêtée. Les gendarmes l'embarquent dans une charrette. Elle passe la nuit à la maison d'arrêt. Elle s'endort d'un sommeil fiévreux. Marie se réveille à l'hôpital quelques jours plus tard. Difficilement, elle tente de se souvenir. Comme autant de pièces d'un même puzzle, elle recompose le fil des événements de ces derniers jours. La douleur, le froid, la visite du médecin de Castres, les 2 bouteilles échangées contre 5 escalins, le retour à Petit-Enghien avec son frère et une amie d'enfance, le chirurgien de Halle, l'arrivée des gendarmes à pied, non, en charrette. Les fièvres la perdent une nouvelle fois. 2 jours après sa sortie de l'hôpital, on vient la voir. On lui pose des questions. Machinalement, elle répond. Mariée? Jamais. Enceinte? Enceinte? Elle ne parvient pas à en parler. Les interrogations se succèdent. L'homme qui est venu la voir, un juge à ce qu'il paraît, s'impatiente. Les mêmes questions reviennent sans cesse. Mal de ventre? Origine du sang? Accouchement? Enfant? Marie ne répond pas. Il explose. Comment expliquez-vous la présence d'un corps du nouveau-né retrouvé dans le puits de la ferme de Castres il y a quelques jours? Vous l'avez tué? Devant son silence, il croit bon de répéter sa question. L'avez-vous tué? Marie s'effondre. Elle ne voit pas de quoi le juge lui parle, c'est un cauchemar. Désormais, le juge ne doute plus de sa culpabilité. Quelques jours plus tard, Marie-Joseph Host est renvoyée devant une cour criminelle. Bruxelles, le 24 novembre 1806. En cette fin de matinée, le juge Herry, président de la cour criminelle de la Dyle,
se dirigent d'un pas pressé vers la salle d'audience. Le public est venu nombreux pour assister au débat. On se presse pour obtenir les meilleures places, celles où l'on pourra observer la servante criminelle. À l'entrée des juges, un murmure parcourt la salle. Il grandit lorsque les 12 jurés, désignés par tirage au sort, prennent place sur les vieux bancs qui leur sont réservés. Sur un signe de tête du président Herry, les gendarmes de garde annoncent l'arrivée de l'accusé. Le silence se fait. Toutes et tous dévisagent la jeune servante. Marie est perdue. Elle plante ses yeux dans ceux des jurés. Il y a là des rentiers, des cultivateurs, un ancien maire, un notaire, un brasseur. Aucun d'entre eux n'a jamais porté d'enfant dans son ventre. Aucun d'entre eux ne comprendra la souffrance, le mal qu'il a meurtri dans sa chair, si profondément qu'elle en pleure encore et encore, qu'elle voudrait en mourir. L'échange des regards ne dure pas. Sans perdre de temps, le président Herry s'adresse brièvement à l'accusée pour lui résumer les charges qui pèsent contre elle. Un par un, les témoins déposent. Bruit de pas, grincement des bancs en bois, les 12 hommes prennent place. Sur mon honneur et ma conscience, le jury déclare qu'il est constant que dans le courant du mois d'avril dernier, un enfant nouveau-né a été noyé. Marie-Joseph Host, ici accusée, est convaincue d'être l'auteur de cet infanticide. Il marque une courte pause avant de terminer la lecture. Elle l'a fait volontairement, elle l'a fait avec préméditation. Marie a repris sa place dans la salle d'audience. Coupable. Elle ne retient que cet unique mot de ce que le président de la cour vient de dire. Son esprit s'égare, elle est perdue. Reste la peine. Elle n'écoute pas. Le procureur prononce son réquisitoire. Dans le brouillard, elle reste silencieuse lorsque le président Herry lui laisse une dernière fois la parole. La cour se retire, revient bientôt. Le président reprend la parole, il lit la sentence. Condamné à mort. Grand Place de Bruxelles, le 25 février 1807. Cela fait 1 mois que Marie-Joseph Host a appris le rejet de son pourvoi en cassation. Lentement, elle a décompté les jours en attendant sa fin. Dans sa prison, Marie la paysanne a trouvé le temps long. Elle n'a pas l'habitude de l'enfermement. L'inactivité lui pèse, l'espace lui manque. Sur sa charrette, les cheveux grossièrement coupés, elle respire à plein poumon l'air frais de cette fin d'hiver. Cela lui fait du bien. Le soleil est bas et la lumière agréable. Son éclat accentue encore la froideur du métal de la lame. Il est près de midi sur la grande place de Bruxelles. La foule se presse autour de l'échafaud. L'atmosphère est bruyante, presque festive. Malgré le monde qui l'entoure, Marie est seule. Face à son crime, à sa détresse, à sa souffrance, elle s'abandonne dans les mains du bourreau. Justice est rendue. Marie-Joseph Host, condamnée et exécutée. Nous passons donc à la deuxième partie, c'est-à-dire ce cheminement donc inverse de celui qu'on a examiné tout à l'heure, celui du récit vers la source historique donc, et qui nous pose la question de l'écrivain par rapport au traitement et au respect des sources historiques. Je crois que Hubert Roland va d'abord nous parler du cas particulier de Winfried Sebald. Oui, je pensais que c'était un exemple intéressant d'une écriture de l'histoire résolument ancrée dans la fiction et qui en même temps pose la question de la trace historique. Donc je parle d'une œuvre majeure de la littérature contemporaine qui a émergé au tournant du XXe et du XXIe siècle. C'est un auteur qui s'appelle Sebald, V.G. Sebald, Winfried Georg Sebald, qui est décédé trop tôt en 2001. Et dont l'œuvre a connu un retentissement international. Vous le trouvez en français, vous le trouvez en anglais, vous le trouvez dans différentes langues. C'est une écriture représentative de ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers les écritures nomades, donc qui s'intéressent en particulier au destin de figures migrantes et exilées, ou de personnages exilés qui ont dû gérer des problèmes identitaires suite à la gestion de traumatismes. Alors, le dernier roman de Sebald s'appelle Austerlitz.
Austerlitz n'est pas le nom réel du protagoniste, mais c'est parce que dans son enfance, il s'est identifié à Napoléon suite au contact avec un enseignant. Alors Austerlitz est un enfant juif, né de parents tchécoslovaques dans les années 1930, qui, au moment où les nazis conquièrent le pouvoir en Tchécoslovaquie, a été déposé sur un train à destination du Pays de Galles. Donc ses parents juifs l'ont, pour ainsi dire, abandonné ou confié par procuration à de nouveaux parents, un pasteur protestant et son épouse au Pays de Galles. Et donc Austerlitz ne connaît pas son histoire au début du récit, et on le retrouve comme figure nomade en tant qu'adulte, errant d'un endroit de l'Europe à l'autre et confiant son destin à un narrateur dont on ne connaît pas particulièrement l'identité. Donc c'est un personnage en errance qui n'a cesse de vouloir se raconter pour réinventer son passé, et dont le destin individuel est situé en écho au traumatisme collectif du XXe siècle. Donc partout là où il passe en Europe, par exemple, Austerlitz s'intéresse à l'archéologie du souvenir, là où des bâtiments massifs, ça commence avec le palais de justice à Bruxelles, et ça se termine par la bibliothèque François Mitterrand à Paris, là où des constructions massives ont, si vous voulez, complètement rasé un paysage, et là où également, j'emprunte l'expression au reportage d'Arrêt de phare de ce matin, le narrateur fait remonter les morts de la terre. Donc il y a notamment une scène qui se passe à Londres autour d'une gare qui s'appelle la Liverpool Street Station, et qui était en rénovation dans le présent. Donc le présent, c'est plus ou moins les années 1980, 90. Et au moment où les travaux de masse remuent la terre, remontent des squelettes du XVIIe siècle, parce que à cet endroit se situait un home pour nécessiteux géré par des religieux. Donc il fait véritablement remonter les morts de la terre. Donc il y a une prédilection pour l'archéologie du souvenir et l'esthétique de la trace chez Sebald. Alors ce qui est intéressant, c'est le mode d'écriture de Sebald et son intention qui est directement liée à une critique substantielle des cultes de la commémoration. Donc Sebald est allemand, il est exilé à l'étranger, mais il est allemand, et donc il critique de front toutes ces cérémonies de commémoration qui imposent une relation univoque et automatisée au passé sur le mode de la performance. Un exemple très représentatif, c'est ce qu'on a eu il y a 3 ans à Waterloo, lors de du bicentenaire de la bataille de Waterloo, qui a été reproduite, commémorée sur un mode purement performatif, hein, où donc les associations se sont déguisées en petits soldats et ont refait la bataille sans qu'il n'y ait eu aucune réflexion critique sur l'événement. Donc ça, c'est vraiment le type de commémoration dont Sebald n'a pas envie. Et donc, ce qu'il propose comme alternative, c'est une mise en récit fictionnelle sur le mode de la procuration et de la médiation. Au fond, Austerlitz ne se raconte jamais qu'à travers les autres. Et donc, il y a toujours des formes de médiation de son destin, de son identité. Il y a aussi en allemand l'usage permanent du conjunctif eins, c'est la forme verbale qui permet de marquer le discours indirect. Et donc, au plus on avance, on progresse dans la recherche de la trace, au plus il y a une incertitude épistémologique fondamentale par rapport à l'idée même de réalité historique, ce qui est le propos même de Sebald. Alors, cette relation de scepticisme, mais qui ne perd pas toutefois le souci de reconstruire la réalité historique, ce scepticisme est volontairement renforcé lorsque Sebald insère des photos. C'est aussi un procédé qui est devenu très courant chez les écrivains depuis Sebald. Donc des photos, des documents qui, à première vue, documentent le récit et la réalité historique, mais au fond, à chaque fois qu'une photo est insérée, il y a immédiatement des traces de scepticisme qui font que les photos d'archives détournent de la réalité autant qu'elles en suggèrent l'illusion. Alors, je trouvais que c'était une œuvre importante dans le paysage contemporain, justement, dans cette forme particulière d'écriture de l'histoire.
Justement, Xavier Rousseau, cette mise en récit, celle qui sert le pouvoir, le récit épique, enfin si on peut appeler ça épique dans notre modernité, évidemment, c'est quelque chose dont il faut se méfier également. Oui, mais je pense que, alors là, je parle comme historien ici, donc je regarde un petit peu les formes de récit. Donc je vous avais parlé tout à l'heure de comment le récit micro-historique avait bouleversé quelque part la manière de raconter, puisqu'il permettait aux spécialistes, à l'historien, de parler à un public beaucoup plus large, tout en intégrant une dimension critique, parce que le fait que le récit soit micro-historique, que la figure de l'enquêteur, par exemple, peut être mise en avant, permet justement de montrer les doutes dans la recherche, montrer les tâtonnements, et non pas offrir un récit linéaire ou un récit triomphant. Pourtant, il existe d'autres récits, d'autres types de récits. J'en prendrai deux. Il y a le récit choral, qui est une forme aussi, je pense, que les littéraires connaissent bien, qui est relativement, je pense, récente dans cette idée de, enfin, à l'échelle d'un siècle ou deux, relativement récente, l'idée d'entrecroiser des vies. Et je pense, par exemple, à l'usage qu'en a fait un historien qui s'appelle Orlando Figues, mais qui n'est pas non plus n'importe qui, puisque sa mère est une attachée, une spécialiste de la littérature. Donc c'est pas par hasard. Lui, il écrit sa thèse sur la Révolution russe et il publie une thèse sur la Révolution russe qui est l'entrecroisement de 4 destins biographiques qui permettent de condenser toutes les tensions et les complexités de la période qui va de 1891 à 1924. Et il reproduit ça avec d'autres de ses récits. La troisième forme du récit, qui me paraît plus inquiétante aujourd'hui, c'est le retour du récit officiel. Il y a toute une série de discours sur la nécessité de recréer des récits nationaux. Pas mal de pays commandent des récits nationaux, pas mal de pays condamnent les historiens qui ont le malheur d'amener des récits critiques par rapport à la nation, au gouvernement, l'existence de minorités, un État pluriculturel, etc., est souvent condamné au profit d'un nationalisme. Et même des grandes nations comme la France sont tentées par un récit consensuel dont l'objectif avoué est de permettre justement l'intégration de ceux qui viennent d'ailleurs, comme si il préexistait une véritable histoire de France et qu'on demandait aux Français d'origine algérienne, d'origine africaine, d'origine asiatique, de s'intégrer dans une histoire de France qui était déjà là depuis toujours. Et ça va très loin, puisqu'il y a même maintenant, dans le nouveau gouvernement français, un discours sur l'archive qui consiste à dire qu'il ne faut plus archiver que ce qui est nécessaire, vraiment utile, à la construction de ce récit national. Donc là, il y a quelque chose qui est très, très important. Il y a un contrepoint à ça qui est ici à Bruxelles, le Musée de l'Europe. Le Musée de l'Europe essaye de construire une histoire qui sorte de là, mais le Musée de l'Europe lui-même est une émanation de la Commission européenne. C'est-à-dire, la tentation est évidemment grande de construire une histoire nationale de l'Europe. Du Parlement. De construire une histoire nationale de l'Europe. Mais le Parlement, justement, a essayé tout un travail avec les historiens du musée pour construire une histoire qui, justement, ne parte pas des présupposés des histoires nationales. Eh bien, ça vaut énormément de critiques. À peine ouvert, ce musée a fait l'objet de polémiques extrêmement importantes et qui sont d'ailleurs très intéressantes. Parce que c'est plutôt rare que des musées historiques fassent l'objet de polémiques, sauf que maintenant, effectivement, celui-là et d'autres, on peut penser au musée de Gdansk, par exemple, sur le début sur la guerre, qui est actuellement absolument censuré par le gouvernement polonais, qui a viré son directeur et qui estime que ce musée ne fait pas assez la place au rôle de la Pologne comme victime de la guerre. Donc, dans ce musée qui essaye justement de présenter la guerre de manière beaucoup plus large. Alors, ça m'amène à une dernière réflexion. C'est un petit livre. Nous avons eu la chance, dans un colloque la semaine passée à Genève, d'entendre Nathalie Piéguet, qui est professeure de littérature à Genève, et qui a écrit un petit livre que je n'ai pas encore lu, donc je cite simplement la référence, Le futur antérieur de l'archive, qui examine justement les régimes littéraire du rapport entre l'utilisation dans l'archive et la représentation. Et ce qu'elle nous avait proposé, 5 moments du rapport à l'archive dans le récit. Il y avait le moment naturaliste,
où le document est représentatif, est constitutif de la représentation réaliste et naturaliste, et elle citait l'exemple de la publication des carnets d'enquête de Zola, qui sont publiés dans la collection Terre humaine, c'est-à-dire dans une collection d'ethnologie, d'anthropologie, et pas dans une collection littéraire, ce qui est effectivement assez intriguant. Il y a le moment romantique. On en a parlé, c'était le moment déjà de Michelet. De ce moment romantique, je le mets dans le désordre, hein. Le moment romantique pose la question du rapport à la perte, le passé comme trace disparue. Arlette Farge s'inscrit dans ce courant-là quand elle dit qu'il faut, comme Michelet, remettre les voix disparues à la disposition du présent. Il y a aussi le moment dadaïste et surréaliste qui, lui, considère l'archive non pas comme une trace du passé, mais comme un pas vers l'avenir, comme quelque chose qui doit déclencher une révolution, qui doit amener il y avait une citation d'Aragon que nous citait Nathalie Piéguet, l'archive comme pas et non plus comme trace. Il y a le moment mémoriel, avec l'usage de l'archive dans un rapport mémoriel au passé, qui est celui du devoir de mémoire. Et là, elle citait l'exemple de Dora Bruder de Modiano, qui commence par une archive, puisqu'il commence par une petite annonce de Paris Soir en 1941 à propos d'une personne disparue, Dora Bruder, dont il va passer le roman à écrire la quête en se mettant lui-même dans la position justement du chercheur pour retrouver cette Dora Bruder qui a existé et dont maintenant on vient d'apprendre que la maire de Paris veut effectivement donner son nom à une rue. C'est un phénomène très intéressant puisque c'est une œuvre littéraire qui va finir par remettre, sur la place publique une personne réelle qui a disparu dans les cœurs. Et enfin, elle disait en guise pas de boutade, mais elle réfléchissait beaucoup sur les rapports art, littérature, photographie et autres, sur un rapport qu'elle appelait hystérique à l'archive aujourd'hui, où l'archive n'est plus là pour reconstituer le passé, instaurer un rapport au passé, ou un devoir de mémoire, mais pour brouiller le rapport au passé. Et elle citait justement des installations de Christian Boltanski, dont vous avez eu un exemple tout à l'heure, où effectivement le fait de se mettre soi-même dans une photo qui présente tous les caractères de la photo historique des années 20, des années 30, des années 50, c'est effectivement une façon de brouiller complètement le rapport, le rôle de l'archive et d'en faire un objet évidemment qui échappe à tout. Voilà, en fait, je pense que je vais me ruer sur ce petit livre qui m'a l'air fort intéressant d'après ce que son auteur nous en a dit, qui pose évidemment aussi la question du fait que il y a effectivement des régimes littéraires où on s'inscrit pour utiliser l'archive, pour lui faire dire quelque chose ou pour rencontrer sans doute son public. Tout à fait. Son public, je me tourne vers Jonathan Bloch, qui nous a donc rejoint. Et justement, ce récit national se retrouve également dans les mises en récit au Moyen-Âge. Je crois que vous avez consacré une étude de Monstralet, Enguerrand de Monstralet, l'image du milicien flamand, où certes il y a des choses intéressantes quant à l'équipement, quant à l'armement, des choses comme ça, mais l'intention évidemment n'est pas de dresser le portrait le plus favorable des ennemis picards. Justement, c'est les Picards qu'il met en valeur. Oui, les Flamands dénigrés. Les Flamands qu'il dénigre, mais c'est à travers un prisme, dans son cas c'est à travers un prisme culturel. Il est lui-même de culture, il est de petite noblesse, il a lui-même vécu la carrière des armes, il est un chevalier ou un écuyer picard, et ce qu'il essaye de promouvoir, ce sont ses pairs auprès du duc de Bourgogne. Dans le cas de Monstrelet, il n'y a pas de construction de récit national, surtout qu'il est justement dans la sphère culturelle bourguignonne. Donc l'idée de la France, d'une grande France qui traverse les âges, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui commence à peine à émerger à cette époque-là, surtout dans la littérature latine, et qui résulte du conflit avec les Anglais, et qui n'est pas encore dominante. Ce n'est pas encore quelque chose de dominant. Mais après, Monstrelet avait, pour revenir sur le traitement des archives, Monstrelet traitait lui-même des archives de différentes sources. Il y avait des archives écrites, documentaires. On retrouve qu'il retranscrit des actes, des ordonnances, des lettres écrites entre seigneurs. Et c'est au départ quelque chose qui a très fort distingué au XVe siècle la littérature historique de la littérature romanesque, qui ne reproduit pas
des actes, etc. Mais on parle maintenant qu'on met des photos. Il y a ici, au début d'une des nouvelles, un extrait de la Libre, je pense. Donc le récit, les récits romanesques, les récits fictifs vont commencer par la suite à adopter ce mode d'écriture qui est d'intégrer des actes, des actes ou des archives dans le récit. Mais ce n'est pas... Alors pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge on commence à le faire? C'est parce qu'en fait l'archive médiévale est elle-même un récit. Quand on lit les lettres de rémission, les actes juridiques de l'époque, les lettres de compte, etc., on a droit à des véritables morceaux de vie, des anecdotes, on plonge dans le quotidien des gens. Et c'est donc même les ordonnances qui font des traités de paix racontent, après ils vont raconter dans cette ordonnance tout ce qui s'est passé et tout ce qui a amené à la guerre et pourquoi est-ce qu'on fait la paix, etc. Bien au-delà des dispositions de la paix. Il y a tout un récit et donc c'est très naturellement pour les historiens, les chroniqueurs de l'époque qui vont intégrer des pièces d'archives dans leur récit historique. Et ensuite, il semble que par phénomène d'imitation, les littéraires, partisans de l'écriture fictive, vont intégrer des fausses archives, voire de vraies archives, dans leur propre récit. C'est quelque chose que l'on constate déjà à partir, je pense, du XVIIe siècle, où, par exemple, lorsque on commence à écrire des fausses correspondances, la littérature de fausses correspondances, comme si c'était des vraies lettres qu'on avait trouvées quelque part, et qu'ensuite on n'a fait que les éditer. Même Robinson Crusoe, c'est un journal, je l'ai trouvé, et puis je l'ai édité, c'est une archive qui existait déjà, c'est un récit vrai. Donc il y a une prétention à l'authenticité, à la vérité, à la factualité, que les littéraires vont aller puiser, vont aller enrichir en s'inspirant de codes propres à la littérature historique. Alors à l'époque de Monstrelet, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que toutes les archives ne sont pas réécrites, certaines restent orales. Et il va nourrir son récit, outre par des lettres et des actes, etc., par des témoignages, notamment de héros, les héros qui étaient chargés de faire le relevé des morts sur les champs de bataille, de savoir qui était qui sur un champ de bataille en fonction de son armure et de l'accoutrement qu'il avait. Ces héros, je ne sais pas, à part les armoriaux qu'ils nous ont laissés, je ne sais pas s'ils nous ont laissé beaucoup d'archives écrites. Probablement c'était une forme d'archive orale à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que même cela va ensuite être accaparé par la littérature romanesque. On pense notamment aux fameux chevaliers de la table ronde. Au XVe siècle, on va leur faire un armorial, à la mode des armoriaux que l'on fait pour le roi de France, pour le duc de Bourgogne, pour le roi d'Angleterre, et dans lesquels on va représenter, dans cela, des personnages véritables. Et donc on a un armorial de la table ronde créé à la fin du XVe siècle, où on a donné des blasons à tous les chevaliers de la table ronde, et à nouveau, ici, la fiction s'inspire d'une méthode d'archivage, d'une méthode de documentation qui est, on va dire, à l'origine, à la base, historique. Ça pose... il faut savoir que bon, c'était quelque chose de très tendu, hein, la limite entre l'histoire et la fable au Moyen-Âge, ils acceptent eux-mêmes le merveilleux. Au XVe siècle, lorsque Jean Chartier, qui écrit pour le roi de France, et quand il écrit de Jeanne d'Arc, il admet des faits qui nous paraissent tout à fait fabuleux. Tout à fait invraisemblable à l'œil tout simplement des lois de la nature et de la physique. Le problème par exemple du roi Arthur était déjà quelque chose de très épineux à l'époque. Arthur, mythe ou légende, c'est une question que l'on se pose aujourd'hui, qui fait l'objet de je ne sais pas combien de travaux, de fin d'études, de mémoires, de thèses, de romans, etc. Mais déjà au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui était assez chaud comme sujet, et on a notamment dans la littérature latine un auteur dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui dit que la légende du roi Arthur, c'est que des fables, c'est que des fadaises, il ne faut pas y croire un seul clou, il n'était même pas roi, c'était juste un capitaine d'armée. Et puis lorsqu'il est traduit en langue vernaculaire, le traducteur va dire « Ah non, mais là, ma source s'est trompée, et les fables, les contes du roi Arthur, il faut y croire que c'est un acte de foi. » Donc une relation à l'histoire, au passé, au merveilleux, aux documents écrits, où tout se mélange un peu, quelque part, à cette époque. C'est le dernier qui parle qui a toujours raison, donc.
dans notre cas, c'est nous qui pouvons aller maintenant déterminer. Nous pouvons par exemple déterminer pour vraiment voir est-ce que c'est un historien ou est-ce que c'est un romancier qui parle, pour vraiment distinguer. Par exemple, si on reprend Monstrelet, on peut trouver des pièces d'archives émanant d'institutions établies à l'époque, de petites institutions, ça peut être les bourgmestres d'une ville, les échevins de quelque part, qui ont écrit quelque chose, alors que chez un romancier, on ne trouvera pas ce genre de sources que l'on peut par recroisement. Mais évidemment, les auteurs de l'époque ne citent pas leurs sources, donc c'est à nous de faire le travail pour voir cela. Vous pouvez revenir sur l'écriture mémorielle dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais ça me semble passionnant au regard de ce qui a été dit sur Sebald. Cette écriture mémorielle, est-ce qu'elle doit obligatoirement faire appel au récit narratif, à l'individualisation du témoignage, ou est-ce que l'archive, il y a quand même sa place? Oui, donc... Dans la perspective mémorielle, donc, de transmettre la mémoire, c'est... oui, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez dire, mais donc ce que j'entends, c'est que l'archive, elle parle, ça me frappe d'ailleurs dans la mise en voix, j'ai envie de dire, qui nous est offerte aujourd'hui des récits de jugement dernier. Mais c'est chaque fois quand même des histoires vraiment singulières. Ça s'est passé à telle date, dans tel lieu. Tel personnage avait tel nom, etc. Donc il y a quelque chose d'absolument singulier. Et la littérature qui a pour vocation, entre autres, bon, la vraie littérature a toujours pour vocation d'être littérature, hein, mais enfin, quand elle se fait également mémoire, elle va être face à ce dilemme d'à la fois rendre compte de cette singularité, ça s'est passé... ce jour-là, à ce moment-là, etc. Et quelque part, la littérature se fait écho de ça, mais en même temps d'universaliser via souvent des ressorts intertextuels, par exemple. Donc je pense au très beau livre de François Rastier, Ulysse à Auschwitz, qui propose une analyse des poèmes de Primo Levi, où il y a vraiment une analyse très fouillée, justement, des ressorts intertextuels de cette poésie, qui permettent à la fois un détour, donc on n'est pas en train de parler donc en termes directs de l'expérience à Auschwitz, etc., mais c'est bien de cela qu'il est question. Et donc, je crois que la littérature, elle permet justement de conjoindre à la fois quelque chose qui va toucher une singularité qui est à la limite du dissible. Donc je pense que la littérature de Primo Levi, par exemple, ou pour prendre un autre écrivain sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est donc un Argentin qui a été victime de la dictature argentine dont on a parlé tout à l'heure, Juan Gelman, ce sont donc des écrivains qui se trouvent vraiment aux marges de ce qu'il est possible de dire quand le trauma a bloqué, je dirais, toute une partie de la symbolisation possible de l'expérience. Et donc, la littérature avec un grand L, et c'est peut-être pas par hasard que ici je prends deux exemples de poètes, eh bien, elle va permettre d'aller un peu plus loin dans ce qui est de l'ordre du dissible. Hein. Et donc, pour prendre le cas de Gelman que je connais un peu mieux, il va vraiment créer une langue nouvelle. Et donc, ces poèmes testimoniaux qui font vraiment, je dirais, c'est à lire si on veut savoir ce qui s'est passé pendant la dictature en Argentine d'un point de vue historique, mais ces poèmes, eh bien, ils vont être refusés donc, quand on va proposer une traduction chez Gallimard, parce qu'ils vont dire, mais non, même en espagnol, ça veut rien dire. Et donc, le traducteur attitré va renoncer. Donc. Mais bon, ils vont avoir des remords, et 20 ans plus tard, cette traduction va quand même paraître. Mais donc, il y a l'invention d'une nouvelle langue pour dire quelque chose qui est à la limite du dissible. Et donc, si je peux embrayer sur quelque chose que j'avais en tête avant que vous me posiez la question. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la littérature quand elle apporte quelque chose que seule la littérature peut apporter par rapport à une expérience historique. Ça ne pouvait pas être dit ailleurs que dans ces mots-là, qui sont des mots nouveaux dans une langue nouvelle. Et ça nous ramène un peu à la discussion qu'on vient d'avoir sur la question des médias. Hein, et du formatage dans les médias qui sont, je dirais, la démarche exactement inverse. Donc on va plutôt formater quelque chose pour qu'il soit directement digeste, quand il faudrait que la personne, quelque part, qui va lire, donc si je parle de poèmes par exemple,
elle accepte de rentrer dans cette nouvelle langue et de, quelque part, de sentir son français ou son espagnol être un peu écorché par certains usages de la langue. Et donc, ce que j'ai remarqué dans la littérature contemporaine, c'est que de plus en plus, il y a un rapport un peu conflictuel entre une langue qui se veut une langue justement littéraire qui va aux frontières du disciple, et une langue commune qui est très fort marquée par la circulation de la langue, non seulement des journalistes, mais aussi par ce que je pourrais appeler un bombardement visuel, donc des images qui ont vocation à parler de l'histoire. Et donc on en a beaucoup parlé à propos des images de la Shoah, hein, des images malgré tout, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces images qui parlent par exemple, de l'horreur des camps. Et donc, un autre chemin, si je puis dire, de rapport à l'archive, qui est cette fois l'archive visuelle, me semble être de plus en plus pratiqué. J'ai plusieurs exemples en tête, où la littérature essaye de problématiser ce rapport donc, à l'image qui traduit un réel violent, en essayant d'interpeller le lecteur sur, d'une part, la violence que le lecteur accepte lui-même en étant bombardé de ce genre d'images, et puis aussi en essayant d'interroger une culture, et je pense ici à Pablo Montoya, qui est un écrivain colombien qui nous a visité le mois passé, donc une culture de l'obscénité de la violence, et une obscénité donc, qui a trait au visuel. Et donc, plutôt que de tourner purement et simplement le dos au visuel, donc on ne va pas avoir des littérateurs qui s'enferment dans une tour d'ivoire et qui vont, je dirais, tourner le dos purement et simplement au visuel, eh bien, toutes ces images de violence extrême sont reprises et leur réception par ceux qui les voient est problématisée dans toute une série d'ouvrages, enfin j'en ai en tête plusieurs, hein, de telle sorte que cette obscénité soit quelque part démontée pour créer à l'intérieur donc du langage et de la réception littéraire elle-même un espace, alors j'ose pas dire d'attention nouvelle, hein, mais il me semble que c'est quelque chose de cet ordre-là, d'une considération qui réintègre quelque chose de l'ordre de la décence, si avant j'ai parlé de l'obscénité. Et donc je crois que la littérature, pour le moment, a beaucoup à dire et à faire avec l'archive, non seulement écrite, mais aussi visuelle. Agnès Guardoni, lorsque l'écrivain qui se vante, qui entreprend de rédiger ce qu'il appelle lui-même un roman historique, est-ce qu'il se trouve face à des obligations particulières? C'est une obligation morale, c'est une obligation éthique, je ne sais quoi. Est-ce que la littérature permet de tout dire et d'emprunter à l'histoire un peu de tout et n'importe quoi? Oui, Horace disait que voilà, l'écrivain, le poète, a une liberté d'audace qui lui est unique. Et je pense que le poète, en effet, peut revendiquer cela. Maintenant, je dirais entre... ce qu'a développé Jonathan et puis ce que vient d'exposer Geneviève, je trouve que c'est comme si on oscillait entre les deux pôles un petit peu de ce qui est possible, parce que souvent ce qui peut se passer, alors à nouveau, si j'historicise aussi, je peux aussi historiciser mon propos et m'inscrire dans la continuité du Moyen-Âge pour les périodes, le début de la période moderne, où en fait le roman historique, qui s'appelle d'ailleurs, c'est un nouveau genre qui naît au XVIIe siècle, qui s'appelle la nouvelle historique, souvent historique et galante d'ailleurs. Est une manière de justifier non pas l'histoire mais la littérature. Donc on insère en effet des éléments soi-disant historiques pour essayer de rendre plus vraisemblable le récit, mais aussi pour donner une légitimité morale au récit de fiction qui est l'objet à ce moment-là de beaucoup de critiques. Bon, comme ce sera le cas en fait jusque très très tard, au moins jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, ça c'est le point de vue. Enfin, le roman historique du point de vue de l'écrivain peut en effet tout emprunter, tout prendre, et puis jouer après avec cette histoire comme il le souhaite. C'est en tout cas ce qu'ils font, et c'est ce que les lecteurs aiment beaucoup. Ça marche. Hein. Il y a un grand succès de ces romans-là, et pas seulement au XVIIe, je pense dans la suite aussi.
Mais je dirais l'autre versant, c'est l'autre pôle, c'est ce que cet écrivain ou ce poète va apporter en propre. Je redis un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais j'enchaîne sur ce que dit Geneviève. Comme souvent, j'aime beaucoup ce que présente Geneviève, on est bien en accord. La question n'est pas, en fait, je crois, de la vérité de ce que va dire, de ce que va emprunter à l'histoire l'écrivain, mais de ce qu'il va pouvoir dire en plus ou d'autres par rapport à un autre type de récit. Voilà, je pense que c'est ça vraiment c'est là vraiment le cœur du problème. Voilà, on parlait d'universalité ou de singularité au début de la poétique d'Aristote. Comment Aristote distingue le poète de l'historien? Il dit voilà, l'historien s'intéresse à ce qui est singulier, à ce qui est particulier, et le poète s'intéresse à ce qui est universel. C'est pour ça qu'il va toucher beaucoup plus de monde. Et donc, c'est pour cela aussi que le poète peut puiser dans cette histoire pour le transformer, pour transformer cette matière. Donc la question n'est pas de savoir s'il prend des choses qui vont être vraies ou fausses, la question c'est qu'il les prend, ces éléments, historiques éventuellement, et qu'il les transforme en autre chose, un autre discours qui sera à côté de celui de l'histoire, mais qui va être évalué évidemment selon d'autres critères que celui de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que la question de la vérité du récit, qui parcourt un petit peu nos discussions là, depuis le début, n'est peut-être pas la bonne question. Enfin, elle peut l'être d'un certain point de vue si l'historien cherche à établir un certain nombre de faits, évidemment. Maintenant, si là où on cherche du sens, c'est pas tellement dans l'établissement d'une vérité, mais c'est dans l'établissement d'un sens voilà, qui soit vraisemblable. Peut-être une question pour Jérôme. L'auteur, qui est également le cinéaste, je pense à Joachim Lafosse et son fameux film sur l'affaire Lermite. À tort ou à raison. À tort et à raison, oui. Donc, qui était justifié par librement inspiré d'eux et qui était un travestissement quasi total, je dirais à 50%, du dossier judiciaire tel qu'il fut jugé aux assises du Brabant wallon. Là, c'est plus un emprunt, c'est une confiscation d'un fait réel, d'un fait judiciaire, d'un fait historique, de l'histoire judiciaire en tout cas. Ouais. Oui, alors, mais je prolongerai ce que vous dites. Alors, c'est la licence romanesque qui conduit le réalisateur ou le romancier vers un tout autre objectif, qui n'est pas celui de l'historien. Mais c'est heurtant, et on peut le comprendre comme heurtant. Et à la fois, il faut pouvoir vivre avec cette liberté-là. Le public doit pouvoir vivre avec cette liberté du roman et cette liberté de l'œuvre filmée. Ce n'est pas le même... Ce n'est pas l'objectif que soutient le réalisateur, n'est pas l'objectif que soutient le documentariste ou le reporter. Et ça me fait penser d'ailleurs à un ouvrage, pour revenir à la littérature, un petit ouvrage paru il y a une dizaine d'années, qui précisément s'écarte du droit chemin, au sens vraiment juridique du terme, et des faits historiques pour soutenir une autre vérité qui est celle de ce que souhaite exprimer l'écrivain. C'est un ouvrage de François Sureau qui s'appelle L'Obéissance, dans lequel il est question de cette dernière exécution capitale, pour reprendre le thème de jugement dernier. Cette dernière exécution capitale d'un condamné de droit commun, où l'on voit un jeune sous-officier qui est guillotiné le 26 mars 1918. Alors, ce qu'on sait, qui est assez connu, c'est que le gouvernement belge requiert du gouvernement français le prêt de sa guillotine et de son bourreau, de telle sorte qu'il soit escorté de la France, de la capitale française, vers les lignes longeant la côte et parvenant dans le réduit qu'est le front, la Belgique libre de l'époque. Et donc, dans cet ouvrage qui porte son nom, L'Obéissance, il est bien question de soutenir un parcours, le parcours
de plusieurs individus, l'escorte qui conduit la guillotine et le bourreau, vers quelque chose que François Sureau voudrait représenter comme absurde, c'est aller guillotiner un pauvre type derrière les lignes alors que tout le monde se fait zigouiller. Il y avait des raisons. Oui, non, il y avait des raisons. Il avait zigouillé, on est bien d'accord. Mais tout ça, évidemment, voilà. Alors, bon, ça c'est l'argument. Mais pour conduire, pour mener à bien sa démonstration romanesque, l'obéissance, il prend le parti de fouler aux pieds le droit et les faits historiques, dans la mesure où il fait de l'escorte de gendarmes parvenu à Furnes, là où doit avoir lieu l'exécution. Eh bien, il fait de l'escorte des gendarmes ceux qui vont exécuter le pauvre type, enfin l'assassin. En l'occurrence. Ouais. C'est un assassin. Mais à force d'écrire sur les condamnés à mort, on a un petit peu de sorte d'empathie. Et donc, il fait de ces gendarmes ceux qui vont exécuter, ce qui est complètement contraire aux lois internationales. C'est bien entendu, ce n'est bien entendu pas les forces de l'ordre françaises qui vont exécuter sous le peloton en plus, alors qu'il n'est pas du tout exécuté par fusillade. Il est bien guillotiné par le bourreau français. Mais donc, il s'agit de rendre l'escorte obéissante jusqu'au bout et de la conduire à la fusillade à laquelle elle répugne. Et donc, on ne confie pas l'exécution au bourreau, comme c'est le cas dans la réalité, mais on la laisse à l'escorte. Donc, en dépit de la réalité des faits et du droit, en l'occurrence. Mais donc, on peut comprendre, évidemment, je vous avoue que c'est un peu choquant en tant que lecteur qui connaît bien les faits. Mais bon, évidemment, voilà un romancier qui souhaite conduire sa démonstration romanesque, pour revenir à ce que vous voulez dire. Comme je disais, on comprend pourquoi. C'est parce qu'évidemment, le roi Albert n'avait pas voulu le gracier. En l'occurrence, il n'avait pas voulu le gracier. Oui, pour ne pas laisser un homme en prison alors que ses amis étaient... Ah, tout ça, c'est un débat. Enfin, on va laisser Xavier en parler ou plus tard. Bien. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée au cours de cet après-midi, c'est évidemment l'émergence du numérique. La mise en fiction, en narration par ces outils nouveaux qui associent également l'image, qui nous donnent des projections qui sont invérifiables de toute façon, qui sont de pure imagination. Vous pouvez peut-être nous dire quelle approche c'est un énorme problème, je ne crois pas qu'on va pouvoir. Mais il y a quelques aspects peut-être qui peuvent être intéressants là-dessus. Alors, outre le fait qu'effectivement, on peut écrire, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais on peut trouver des programmes qui écrivent des histoires en fonction de codes narratifs, et comme ça, on produit automatiquement des histoires, ça coûte moins cher, et puis on peut faire des films qui produisent des images artificielles, et puis on peut imaginer qu'on aura le marché comme ça. Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ça soit ça qui ait le plus d'avenir, ne serait-ce qu'en termes de profitabilité. Donc, mais en revanche, il me semble qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui peut-être pourrait être intéressant au moins à mettre sur la table, qui est le rapport entre archives et numérique. À savoir, tout à l'heure, je crois que c'était Xavier qui parlait d'archives centralisées, la nouvelle loi du gouvernement Macron, etc. Je ne connais pas cette loi directement, donc je ne peux pas en parler, mais j'imagine que ça concerne les archives nationales en tant que, pour nous, par l'inertie de nos traditions, les archives, c'est l'État qui décide de garder un certain nombre de choses, qui les protège, qui les garantit, qui les met en sécurité, etc. etc. Il y a tout un discours qui s'est tenu sur les archives, de nouveau, dont je ne suis pas spécialiste, mais qui me semble intéressant, il y a peut-être une dizaine d'années, qui consiste à dire on est en train de vivre un retournement énorme de la localisation matérielle des archives. Jusqu'à maintenant, il y avait archives parce qu'il y avait centralisation par l'État. À partir du moment où il y a quelque chose qui s'appelait Internet, où il y a quelque chose qui s'appelait Internet et qui était basé en partie sur des ordinateurs personnels qui avaient un disque dur, on diffuse des documents que des centaines, des millions, voire ne serait-ce que des dizaines de personnes auront dans leurs archives personnelles sur le disque dur. Et qu'il y aurait une sécurité finalement plus grande dans la dissémination des documents à travers Internet que dans la conservation dans
un lieu que finalement on peut toujours trouver une bombe et puis faire exploser ce lieu et perdre tout ça d'un coup, à partir du moment où ça serait disséminé. Enfin, je sais pas, peut-être pas, mais j'imagine que si une grosse bombe tombe sur les archives nationales à Paris, il y a beaucoup de pertes. Hein. Bon. Donc, il y aurait une sécurité supplémentaire qui nous imposerait de repenser l'archive, non pas à partir de la centralisation, mais à partir de la diffusion. C'est pas parce que c'est protégé dans un lieu super protégé que c'est le plus sûr, c'est parce que c'est diffusé de la façon la plus large possible. Et là, je crois... Alors, c'était intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui travaillez sur des archives. Une limite de ça, il me semble, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années, où on s'aperçoit que ce moment de grande diffusion, de grande autonomie, chacun a son disque dur et puis peut garder tout ce qu'il veut, d'abord on s'est aperçu qu'il y avait des mises à jour qui fait que même si on avait plein de choses sur nos anciens disques durs, on n'arrivait plus à y accéder parce qu'on n'avait pas acheté le logiciel qui permet de les avoir. Donc il y a une grande fragilité du temps là-dessus. Par ailleurs, se développe quelque chose qui est le cloud computing, qui fait que, oui, on a plein d'archives, oui, ce sont les nôtres, mais il suffit qu'on ne paye pas notre souscription et puis on n'y a plus accès. Donc toute la musique que j'ai sur Apple, si je ne paye pas Apple, eh ben, il me coupe le robinet et j'ai plus de musique du tout. Donc là, il y a une fragilité énorme qui se met du point de vue de notre rapport au numérique. Et donc le statut de l'archive, il me semble qu'on en parle. Enfin, moi, je lis des choses un petit peu là-dessus du point de vue du petit utilisateur. Moi, ça m'intéresserait de savoir dans vos pratiques d'historien comment ça se situe. Et par ailleurs, dans la question du récit et de la digitalisation, il y a une forme de mise en récit de ce qui a pu être archivé de façon digitale, qui est d'utiliser les humanités numériques pour produire des graphes, pour utiliser les grandes quantités pour produire des visualisations. Et là, il y a une revue française qui s'appelle Back Office, qui a émergé il y a 2 ou 3 ans, qui a fait un nouveau numéro sur justement visualisation des données. Et on sent très bien, enfin plusieurs articles parlent de visualisation comme narration. À savoir, dans les journaux, on le sait bien, je crois que le New York Times a fait apparemment toute une série de réflexions sur la façon dont on présente les mêmes données quantitatives à travers des visualisations différentes qui sont porteuses de récits complètement différents. Et donc là, quand on pense récit, il me semble le plus souvent, surtout les littéraires, on se dit, tiens, un récit, ça passe par des mots, c'est du discours, etc. Se dire la mise en image de graphes, la mise en image d'évolution historique, etc., eh ben, c'est des visualisations. On se rappelle peut-être le film de Al Gore, où il commence par nous montrer l'augmentation du carbone dioxyde, et puis il doit prendre une grue pour aller jusqu'en haut. Voilà, des petites choses comme ça. Clairement, là, c'est dans un film, c'est narrativisé, mais on sait que... Donc, entre histoire, récit et... récit non discursif, récit de visualisation, ce serait peut-être une chose. Mais moi, j'avais une autre remarque sur la suite de ce qui avait été dit, qui était sur la notion de storytelling, que maintenant, forcément, j'ai oublié le type qui a écrit le récit sur le livre sur storytelling dans les années 2000, qui a eu beaucoup de succès, mais bon, tout le monde le connaît. Sa thèse, c'était un petit peu celle que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, il y a quelque chose qui est utilisé pour s'adresser au grand public, pour nous raconter des histoires, qu'on va prendre le mot anglais, on va l'appeler storytelling. Christian Salmon, merci, voilà, Christian Salmon, un storytelling, et lui dénonçait le storytelling du point de vue de la littérature. Il disait, qu'est-ce que c'est que la littérature au XXe siècle ? C'est justement de résister à des récits simples, simplificateurs, simplistes, linéaires, qui mettent les bons, les méchants, le début, la fin. Toute la littérature, c'est lutter là contre. Donc il y aurait les bons récits littéraires qui seraient des déconstructions, des déboulonnages d'intelligibilité trop évidentes, et puis le méchant storytelling qui nous vend des choses, qui nous fait de la propagande, qui nous emballe dans des histoires toutes faites, etc. Et ça, je trouve, c'est très beau. Et en tant que littéraire, on est tout à fait là pour défendre ça. En même temps, il y a ce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure, à savoir atteindre l'attention du grand public. Et là, de fait, c'est une question, est-ce que ce qui atteint l'attention du grand public, c'est toujours du storytelling parce que le grand public n'est pas futé et qu'il faut lui donner des trucs simples ? Est-ce que cette thèse-là, qui est quand même assez sous-jacente à beaucoup de discours universitaires, intellectuels, artistiques, est-ce qu'on ne peut pas la remettre en question
il y a ce livre d'un type qui s'appelait Steven Johnson, qui est un de ces Américains qui écrit des livres un peu, pour le coup, grand public. Je ne crois pas qu'il soit forcément universitaire, mais qui fait des grands livres à succès. Et moi, je respecte beaucoup ces gens-là parce qu'ils ont une capacité de saisir des choses qui sont dans l'air, de les mettre sous forme lisible et de faire circuler les idées. Et une de ces thèses, le livre, c'est... Tout ce qu'on nous dit de très mauvais est très bon, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il essaye de faire une analyse des séries télévisées des années 50 et des séries télévisées des années, je ne sais plus, 80 ou 90. Et ce qu'il essaye de montrer, pour moi, c'est qu'à trois quarts convaincants, mais quand même, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande complexité dans le type de série qu'on a montré dans les 20 dernières années par rapport à ce qu'on montrait avant. Et que, donc même du côté grand public, c'est pas du tout bêtifiant et hyper simpliste, etc. Donc qu'est-ce que c'est que cette référence au grand public? Est-ce qu'elle n'est pas une sorte de facilité méprisante et complètement, pour le coup, irréelle? Dernière chose... il me semble que la nature même de la narrativité, la nature même du récit, c'est soit légitimation morale, c'est toi qui parlais de légitimité morale, ou au moins une question de jugement moral. Par rapport à l'État français qui essaye de sélectionner quelles sont les bonnes choses à mettre dans les archives pour que ça rentre dans le récit intégratif de la nation française, et alors en France, cette question d'intégration, il me semble qu'on peut vraiment jouer sur l'ambivalence du mot intégrisme. Il y a un intégrisme nationaliste en France, un intégrisme laïque, qui est assez le pendant de l'intégrisme qu'on dénonce du côté d'extrémisme musulman. Cet intégrisme-là, oui, il est dangereux, oui, il est problématique. En même temps, est-ce qu'il ne fait pas partie ou est-ce qu'il ne reflète pas notre besoin à tous d'avoir des aides au jugement moral, notre besoin à tous d'avoir des formes d'orientation? Et est-ce que la nature même du récit, et là ça neutralise complètement la question fiction ou référentialité, plutôt que fiction-vérité, il me semble vraiment fiction-référentialité, fiction comme déclarant que c'est pas référentiel, ou référentialité, je vous raconte l'histoire de Napoléon. Donc en deçà de tout ceci, il y a le fait que lorsqu'on lit une histoire, on est plongé dans un monde et on a l'expérience d'un monde depuis un point de vue. Alors ça peut être un point de vue complexe, changeant, etc. Mais plus ou moins à chaque moment, on est dans un certain point de vue qui souvent quand même s'identifie à des points de vue humains. Et là, le bel exemple qu'on a eu tout à l'heure, c'était, alors comment il s'appelait, Jean Paulet. On a vécu l'histoire de l'intérieur, de la torture et de la condamnation de ce Jean Paulet, qui est quand même ce qu'on appellerait alors soit un homosexuel, et là, alors on a toutes les raisons de s'identifier à lui, et c'est peut-être encore plus horrible, mais plus intéressant, il me semble, de se dire, tiens, ce Jean Paulet, il séduit des jeunes gens, jeunes gens, c'est là-dedans, et donc c'est le point de vue d'un pédophile. Et ce que moi j'ai entendu tout à l'heure, c'est alors une histoire de condamnation à mort, mais la vision de l'histoire d'un pédophile condamné de l'intérieur, et ça c'est quand même ce qu'on entend très très peu par rapport à ce qui circule dans le grand public. Alors moi j'ai pas lu tous les romans sur la pédophilie, il y en a peut-être qui sont de l'intérieur, mais en tout cas dans ceux qui circulent parmi nous, de s'identifier aux pédophiles, c'est quand même un des grands tabous. Il y a de voir ce qui se passe dans les abattoirs, et puis de s'identifier aux pédophiles, c'est ce qu'on ne fait pas dans l'autre monde-là. Et là, c'est ce que permet quand même la fiction, et moi j'étais de son côté tout à l'heure. À savoir que c'est horrible qu'on le torture, qu'est-ce qu'il a fait de toucher des gens, puis que ça éjacule un peu, c'est pas la fin du monde. Et ça fait problème quand même, et d'un côté et de l'autre. Mais il y a cette possibilité d'être plongé dans une situation historique, dans une situation existentielle, et que les jugements moraux, tout d'un coup, se renversent. Parce que les jugements moraux, on ne peut pas... Il me semble que c'est difficile d'écouter ce que vous avez écrit tout à l'heure, et ce qu'on a entendu, sans être quand même de son côté. C'est au nom de ça que la fiction est condamnée. Oui, c'est tout voilà. Dangereux, l'horreur du truc. On nous montre quand même des mauvais exemples. Et en plus, on va y croire. Janine, résistante ou collabo, 1946-1947. La Libre Belgique, 15 mars 46. 11 condamnations à mort. Le procès de la bande Chéron qui sema la terreur dans le Borinage pendant les dernières années de l'occupation et procéda à près de 150 arrestations, une cinquantaine de dénonciations,
et une centaine de pillages, sans compter 8 assassinats et 16 déportés morts dans les camps de concentration, s'est terminé jeudi devant le Conseil de guerre de Mons en présence d'une foule considérable. Sur les 12 prévenus, 11 ont été condamnés à mort. Ce sont Gabriel Chéron, Marcel Destrin, Auguste Scoffler fils, Ernest Eglem fils, Eugène Massard, Gérard Durieux, Arthuria Abrassard, Auguste Scoffler père, Maurice Moreau, Léopold Delalieu et Pierre Ladrière. En ce qui concerne le 12e prévenu, Eglem père, le Conseil de guerre déclare établi les faits mis à sa charge, mais avant de statuer sur son cas, a désigné un collège d'experts pour l'examiner au point de vue mental. Dans les environs de Kéragnon, le 28 juillet 1944. Ses genoux lui font encore mal, mais elle est déjà debout et elle pédale. Elle avait fait une mauvaise chute, s'était reposée 2 jours avant de reprendre son vélo. La bicyclette est lourde, sa sacoche frotte contre sa hanche. Brusquement, au détour d'une route, un groupe de soldats allemands surgit. Il est trop tard. Il lui barre la route, la force à s'arrêter et à descendre de sa bicyclette. « Est-ce que vous ne savez pas que c'est interdit de circuler à vélo ?» lui demande l'un d'eux. Elle se donne l'air de ce qu'elle ne comprend pas. Elle essaie de trouver ses mots, elle s'invente une urgence, sa mère malade. L'un des hommes s'avance. Il sympathise avec les Allemands. Elle entend Destrin. C'est Destrin, le lieutenant de Chéron. Les Allemands prennent un air entendu. Ils ont l'air de se retirer. Arthuria voudrait presque qu'il reste là, être entre les mains des Allemands plutôt que dans celles des hommes de Chéron, dans les mains de Destrin. Il est tout près d'elle. Un rayon de soleil étincelle sur ses lunettes rondes. Sa voix claire résonne enfin. « T'es du front de l'indépendance ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais pas que le bourgmestre a interdit la circulation à vélo ?» Arthuria reste pétrifiée. Il insiste. « Tu vas répondre ?» Un deuxième homme s'approche d'un pas sec. Il lui arrache sa sacoche. Elle aurait voulu faire un geste pour la garder contre elle. C'est inutile. Son contenu s'est répandu sur le sol. L'homme s'est baissé. Il se relève. Il tient du courrier en main. L'homme aux lunettes reprend en désignant les lettres. « C'est quoi ça ? Tu vas encore dire que t'es pas du FI, peut-être ?» 2 gifles s'abattent. Arthuria vacille, elle chancelle. « Tu vas nous raconter tout ça, d'accord ?» Il l'escorte en plaisantant jusqu'aux voitures. Mons, le 8 mars 46. Le président Scarmur mène le procès avec autorité. Une sorte de détermination froide. Rien ne paraît pouvoir ébranler la conduite des débats. Les accusés n'emmènent pas large. Ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Apparemment, Scarmur a été très actif dans la résistance. Est venu le tour d'Abrassard. Elle rougit. Elle semble vouloir disparaître. Abrassard aurait été recruté dès mars 42 par les communistes. Il la place au FI comme courrière. Le président interpelle Arthuria. Elle rougit à nouveau. Elle voudrait sans doute qu'on la laisse. Elle voudrait être ailleurs, nulle part, morte peut-être. J'aimerais comprendre, Abrassard. Dans une première version, il semble que vous auriez subi des sévices, que vous auriez parlé sous les coups et la torture. D'un autre côté, l'instruction laisse apparaître que vous seriez devenue la maîtresse de Destrin et que vous auriez dénoncé plusieurs dizaines de patriotes sans la moindre contrainte. À l'inspecteur Monnier, qui vous a interrogé, vous avez affirmé avoir dénoncé par amour. Vous le confirmez ? Vous étiez et vous aimiez Destrin et vous avez dénoncé pour faire plaisir à votre amant ? Arthuria se tait. Elle garde les yeux baissés. Il vous a demandé, je cite, d'avoir des rapports avec vous, ce qui ne vous a pas posé de problème apparemment, n'est-ce pas ? Il la fixe longuement. Ses joues rosissent à nouveau. Le président cherche à percer ce mystère dont elle s'entoure. Il reprend. C'est par amour pour Destrin que vous avez trahi les patriotes, oui ou non ? Elle ne répond pas, elle reste comme figée. Pour de l'argent peut-être ? École du Quesnoy, le 29 juillet 44. Tu parles et tu rentres chez toi, d'accord ? Ou on te garde un peu pour ne pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce que tu en penses ?
Cela dure depuis plusieurs heures et elle ne parle pas. Aucun nom. Enfin, si. Le sien. Son nom de patriote, Janine. Tu as le choix, Janine. Si tu avoues ce que tu fabriques avec les chefs du FI et que tu donnes des noms, on te rend ta liberté. Mais sinon, si tu continues à nier comme tu le fais, alors que tu as du courrier plein ton sac. Destrin l'enjambe. Il apparaît devant elle immense. Il se penche à demi. Janine, fit-il d'un ton bienveillant, tu m'entends? À peine a-t-il posé sa question qu'elle le voit déboucler sa ceinture, qu'il la fait lestement glisser autour de sa taille. Il enserre l'une des extrémités dans son poing. Son bras s'élève puis s'abat aussitôt à toute force. Arturia ferme les yeux. La ceinture claque. Le cuir brûle sa peau, une fois, 2 fois, 3 fois, encore et encore. Ça s'arrête. Il est accroupi près d'elle, son visage près du sien. Il la regarde intensément, lui sourit, lui caresse les cheveux. Il se tourne vers Scauffler. Scauffler, rappelle-moi ce qu'on fait aux filles qui refusent de parler. On leur fait une injection. Une injection de quoi, Scauffler? De l'eau bouillante et du vinaigre. Et c'est où qu'on fait l'injection? Continue Destrin, l'air ingénu. Dans le vagin. Et ça fait quoi? Stérilisation, fait Scauffler laconique. Destrin reprend. Stérilisation. Un moyen radical pour stériliser les idiotes comme toi qui ne comprennent pas où est leur intérêt. Mons, le 8 mars 46. Une séance interminable. Litanie d'accusations contre les membres de la bande. On passe en revue leurs méfaits, les témoins défilent. Arturia a dénoncé cette fin d'après-midi du 29 juillet 44 3 courrières, mais aussi d'autres. Beaucoup d'autres. Elle reconnaît avoir accompagné la bande dans ses expéditions, les avoir guidés. Le président l'accable et appelle les témoins. Arturia a l'air submergée, égarée. La blessure est là, béante. Les noms qu'on a égrenés tant de fois, les arrestations et les morts, et la tristesse de son père, celle de sa mère. En septembre, dans la liesse de la Libération et dans les cris de haine, la chasse aux rexistes, elle s'était laissée emmener par les patriotes. Ils l'avaient tondue sous les crachats. Ils l'avaient poussée sur la plateforme d'un camion et l'avaient promenée dans tout Carignan et dans tous les villages alentours. À ce moment-là, pour tous, elle était la bande Chéron. Ce n'était pas par amour. Pourquoi alors, à Brassard? Demande encore le président. Elle hésite encore, puis... Parce que Destrin me le demandait. Le 26 août, alors que Chéron et ses hommes se décident à fuir vers l'Allemagne, Destrin lâche Arturia. Ils sont à quelques kilomètres de Carignan, il l'abandonne, il la jette. Elle s'en retourne à pied. Où peut-elle aller? Elle va trouver refuge à Dour, chez son cousin Henri, un gendarme. Elle lui demande s'il peut la cacher, elle a peur de l'armée blanche, lui dit-elle. Le 5 septembre, des FI se présentent. Ils ont reçu l'ordre de l'exécuter. Elle leur donne des explications, leur dit tout. Les 2 hommes repartent. 2 jours plus tard, d'autres FI reviennent pour l'arrêter. Ils l'emmènent à l'école du Quesnoy. À présent, c'est le QG du FI. Elle donne les mêmes explications. Ils la retiennent quelques jours, puis la relâchent. École du Quesnoy, le 29 juillet 44. Il l'a réveillée en passant ses mains dans ses cheveux. Elle a ouvert un œil à demi. Elle a sursauté, effrayée. Il a posé son doigt sur ses lèvres. Il lui a fait signe de se taire. Son tremblement l'envahit à nouveau. Ses pupilles sont dilatées par la peur. Il pose sa paume large sur son épaule, la serre doucement pour la rassurer. Il la calme. Il lui caresse les cheveux, cette main qui l'avait frappée jusqu'au sang. Sa main lui paraît énorme, cette main puissante. Son pouce effleure son tympan, son oreille. Mais il ne la quitte pas des yeux. Il approche ses lèvres des siennes. Elle détourne le visage. « Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ?» demande-t-il. « Tu as trahi. » Mons. Tir communal le 1er mars 47. Destrin, toujours fier, apparemment imperturbable, puissant. Lorsque le président Scarmure à Mons l'interrogeait, « Je sais,
Où ce procès me conduira, j'irai au poteau, je serai fusillé. Mais jusqu'au dernier moment, je dirai que dans les idées nationales socialistes, il y a du bon. Destrin, qui a voulu se passer d'un avocat, s'est levé et a simplement dit « J'ai joué, j'ai perdu, je payerai ». 6 sur 10, il énuméra les noms. Chéron, Destrin, Scaufflaire, Eglem, Delalieu, Durieux, les autres étaient graciés. Abrassard était graciée elle aussi. Arthuria Abrassard, condamnée et graciée. Maintenant, nous avons terminé avec notre table ronde. Juste pour un petit ajout concernant la dernière histoire que vous avez entendue, c'est qu'au moment de rédiger cette histoire, enfin, d'avoir lu le dossier, de rédiger cette histoire, nous avons su que la personne dont nous parlions était toujours en vie il y a quelques années, avait changé de nom et refait sa vie. Et nous avions décidé de ne pas partir à sa trace pour lui laisser vivre cette transformation, son histoire. C'était son histoire, c'était pas la nôtre. La seule chose que l'on a faite, c'est par l'intermédiaire du Soir, on avait publié l'histoire sous son nom de guerre, et peut-être qu'on s'est dit quelqu'un va réagir, elle lit peut-être le journal, mais apparemment il n'y a pas eu de réaction. Si tu m'avais dit avant, je le réalise. Ouais. Mais donc voilà, c'était juste pour vous dire aussi combien ici nous touchons à travers ces fils aussi des réalités d'une complexité incroyable, et qui je trouve a été très bien rendue par Marie, que je remercie pour cette prestation durant cette table ronde, et je vous remercie aussi au nom de Hubert également pour avoir participé, ainsi que les vaillants survivants à cette journée bien remplie et qui n'est pas terminée.